vous vous réveillez au son des chaînes de bronze qui claquent sur le marbre. La froide lumière matinale filtre à travers les hautes fenêtres d'une villa romaine quelque part sur la colline palatine, peut-être en 120 après Jésus-Christ. Vos membres vous font mal après le banquet de la veille où vous avez servi du vin à des sénateurs qui ont parlé de vous comme si vous n'étiez pas là. Un jeune grec valant moins que l'amphore que vous avez entre les mains, mais paradoxalement plus que ce que la plupart des citoyens pourraient gagner en une vie. Quelqu'un a payé 40 000 cestas pour vous au marché aux esclaves de dos quand vous aviez 12 ans. Aujourd'hui, à 16 ans, vous comprenez pourquoi votre ancien propriétaire a pleuré lorsque la faillite l'a contraint à vous vendre, non par sentiment, mais par perte d'investissement. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. À Rome, il existait un mot, prilicus, dont la traduction est difficile dans notre langue. Garçon délicat, ne rend pas compte du poids, de la position sociale spécifique, ni du cadre juridique et culturel complexe qui entourait ces jeunes hommes. Certains historiens modernes préfèrent le terme concubin, bien que même ce terme ne rende pas compte de ce que signifiait réellement la vie des garçons et des jeunes hommes prisonniers de cette forme particulière d'esclavage. Nous connaissons leur histoire principalement grâce aux plaintes de moralistes comme Sénéca le Jeune, au code juridique qui réglementait leur vente et leur usage, à la poésie qui les célébrait ou les moquait, et à la pierre tombale occasionnelle qui suggère une affection sincère ou manifestée. Marcus Flaccus, précepteur impérial sous Auguste, écrivit un jour que distinguer les différentes catégories d'esclaves exigeait de comprendre les subtiles gradations de la dégradation. Un esclave agricole pouvait se briser le dos dans les champs, mais un pur delicatus risquait une toute autre souffrance. La beauté physique était un gage de survie, mais cette même beauté garantissait l'exploitation. La jeunesse était une valeur sûre, mais la vieillesse signifiait l'obsolescence. Éducation et raffinement étaient requis, mais exprimer une véritable intelligence pouvait s'avérer dangereux. Considérée Sparus comme l'une des concubines les plus célèbres, même si son histoire représente un cas extrême plutôt que la norme. Suetonius nous raconte que l'empereur Néron, après avoir tué sa femme Pompée enceinte à coups de pied en 65 après Jésus-Christ, remarqua que le jeune Sparus lui ressemblait étrangement. La suite défie l'entendement moderne, mais fut documentée par de nombreux historiens romains comme un fait avéré, et non un scandale. Néron fit castrer le garçon. Bien que la castration fût illégale en droit romain depuis le règne de Domien, les empereurs échappaient à de telles restrictions. Il habilla Sparus des vêtements de l'impératrice, le fit entrer dans ses appartements et célébra une cérémonie de mariage avec dot et hymnes nuptiaux. Les Romains du Forum étaient tenus d'appeler cet adolescent impératrice et Augusta. Mais le calvaire de Sporus ne prit pas fin avec le suicide de Néron en 68 après Jésus-Christ. Nymphidius Sabinus, le préfectorien, le réclama immédiatement. L'empereur Ortho prit alors possession du pays, gardant Sporus comme compagnon durant son bref règne. Lorsque Vitellius prit le pouvoir, il projeta de faire rejouer par Sporus le viol de Proipina dans l'arène, une condamnation à mort déguisée en divertissement. Plutôt que d'affronter cette humiliation finale, Sporus se suicida. Il avait peut-être 21 ans. La plupart des concubines ne subissaient pas une telle cruauté théâtrale, mais leur quotidien contenait son propre catalogue d'horreurs normalisées. Les achats avaient souvent lieu entre 7 et 14 ans, les acheteurs examinant les garçons comme du bétail, vérifiant leurs dents, leur tonus musculaire, la qualité de leur peau et la souplesse de leurs membres. Les garçons syriens et grecs atteignaient les prix les plus élevés, surtout ceux qui présentaient ce que les Romains considéraient comme des caractéristiques idéales, grands yeux, lèvres charnues, peau douce et mouvements gracieux. Les marchands d'esclaves arrachaient les poils, se maquillaient, enseignaient des démarches et des gestes spécifiques qui suggéraient la disponibilité tout en conservant un air d'innocence réticente. Une fois acheté, un garçon entrait dans un foyer où sa position était à la fois privilégiée et précaire. Il pouvait porter de la soie tandis que les esclaves domestiques portaient des tuniques grossières, manger des mets délicats tandis que d'autres recevaient de l'orge,
dormir près de son maître tandis que d'autres se blottissaient dans les boutiques. Pourtant, cette élévation s'accompagnait d'une disponibilité absolue. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Marshall décrit des dîners où les concubines étaient passées entre les invités comme des coupes de vin. Pétrone, dans son satire, dépeint des garçons nus debout près des canapés pendant des heures, tenant du parfum et des serviettes à disposition des invités. L'apprentissage commençait dès l'achat. Danser, chanter et jouer d'un instrument étaient des prérequis. La littérature grecque et latine, et notamment la poésie, devait être mémorisée pour être récitée. La capacité à dialoguer était essentielle, savoir quand parler avec esprit, quand se taire, rire au bon moment. Nombreux étaient ceux qui recevaient une éducation approfondie en mathématiques, philosophie et rhétorique, non pour leur propre enrichissement, mais pour se faire un compagnon intellectuel. Plutarque mentionne une concubine capable de discuter de philosophie stoïcienne tout en versant du vin, bien qu'il considère cela comme une extravagance inhabituelle plutôt que comme la norme. L'entretien physique prenait des heures chaque jour. Les cheveux étaient coiffés avec soin, souvent selon des modes que les Romains de l'époque considéraient comme efféminés pour les hommes libres, mais appropriés pour les concubines. Les pierres ponces éliminaient les poils du corps. On appliquait chaque matin du cérus pour les peaux pâles, de l'antimoine pour les yeux ridés, du vermillon pour les lèvres. Les parfums importés à grands frais d'Arabie et d'Inde les qualifiaient d'objets de luxe. Certains maîtres imposaient des régimes spécifiques pour conserver une silhouette svelte. D'autres nourrissaient les garçons de force pour obtenir une silhouette ronde associée à la prospérité. Des textes médicaux de médecins comme Serranus d'Éphèse révèlent des pratiques inquiétantes visant à préserver une apparence jeune. La saignée était censée préserver la douceur de la peau. Certaines herbes étaient censées retarder la pousse des poils et l'augmentation de la voix. Certains garçons se faisaient épiler définitivement le pubis par épilation répétée ou par des dépilatoires costauds contenant de la chaux vive. Lorsque, malgré ces efforts, une maturation physique inévitable se produisait, les conséquences étaient variables. Les plus chanceux pouvaient se reconvertir dans d'autres rôles au foyer. Secrétaires, comptables, précepteurs de jeunes esclaves. Nombre d'entre eux étaient tout simplement vendus à des maisons closes ou à des mines, leur valeur marchande étant épuisée. Les protections juridiques étaient quasiment inexistantes. Alors que le droit romain interdisait théoriquement la castration des esclaves sur le territoire romain après l'édit de Domitien en 83 après Jésus-Christ, les acheteurs achetaient simplement des garçons précastrés au-delà des frontières. Techniquement, forcer une esclave à se prostituer après l'avoir vendue avec la clause de la nièce d'une prostituée était illégal. Mais prouver de telles violations était quasiment impossible. Un maître avait un accès sexuel absolu à ses esclaves, quel que soit leur âge ou leur consentement. Des concepts qui n'existaient pas dans le cadre juridique romain relatif aux esclaves. Mais l'aspect le plus insidieux résidait peut-être dans la manière dont la société romaine normalisait, voire célébrait, ces arrangements. Des poètes comme Cullu et Tibu écrivaient des vers tendres à leurs dévots. Stas composa un poème de consolation élaboré pour Flavius Hersieu à la mort de sa jeune concubine Phato. Il comparait le garçon à Ganymède et suggérait que les dieux avaient reconquis les leurs. Ces œuvres littéraires présentent de l'affection, voire de l'amour, mais toujours dans le cadre d'une propriété absolue. Un maître pouvait sincèrement pleurer une concubine disparue tout en cherchant une remplaçante. La visibilité publique faisait partie de leur fonction. Lors des banquets, les concubines servaient de décor vivant, se tenant derrière les canapés, éventant les invités et offrant des rince-doigts en argent entre les plats. Leur présence témoignait de leur richesse. Entretenir une concubine belle et instruite exigeait des dépenses considérables et constantes. Elles accompagnaient leur maître au bain, portant fioles d'huile et stridelles, attendant nues dans le calarium pendant que leur propriétaire se baignait. Au théâtre, elles s'asseyaient aux pieds de leur maître plutôt que sur des sièges, visibles de tous comme des possessions. Les fêtes religieuses n'offraient aucun répit. Durant les satinales, où les rôles traditionnels étaient censés être inversés et où les esclaves bénéficiaient d'une liberté temporaire, les concubines étaient souvent confrontées à des exigences accrues, leur maître organisant des fêtes somptueuses. Les Florelia, célébrant Flora, déesse des fleurs et de la beauté juvénile,
proposaient des représentations de nudité où les concubines pouvaient être contraintes de danser en public. Même les droits funéraires pouvaient les concerner. Certains préciseront que les concubines préférées devaient être sacrifiées sur le compte de leur maître, bien que cette pratique ait été officiellement interdite par le Sénat en 11 après Jésus-Christ. L'économie et l'exploitation étaient étroitement liées. Les concubines prospères pouvaient accumuler d'importants biens particuliers, techniquement détenus par le maître, mais contrôlés par l'esclave. La manipulation gracieuse de multiples admirateurs pouvait permettre d'obtenir des dons d'or, de bijoux, voire des droits fonciers. Certains maîtres autorisaient leurs concubines à posséder leurs propres esclaves, créant ainsi des hiérarchies au sein des hiérarchies. Il arrivait qu'une concubine particulièrement favorisée achète sa propre liberté, bien que les documents de mission Manum comportaient souvent des clauses exigeant une disponibilité sexuelle continue. Les documents suggèrent que les taux de suicide chez les concubines dépassaient de loin ceux des autres catégories d'esclaves. Sénéca mentionne avec désinvolture que les maîtres, sages, limitaient l'accès aux cordes et aux objets tranchants. Le poison était une préoccupation constante, non seulement parce que les concubines pouvaient se suicider, mais aussi parce qu'elles pouvaient tuer leur maître qui les avait épuisées. La rumeur disait que la concubine de l'empereur Claude, Elotus, lui avait administré les champignons empoisonnés qu'il avait tués, agissant sur ordre d'un grippin plutôt que de sa propre initiative. La maladie se propagea rapidement parmi cette population. Galon, médecin de Marc Aurèle, décrivit le traitement des concubines pour ce que la médecine moderne reconnaîtrait comme des infections sexuellement transmissibles, bien qu'il les attribuât à une humidité excessive du tempérament plutôt qu'à une compréhension de la transmission. Fissures anales, prolapsus rectal et douleurs chroniques étaient si fréquents que les textes médicaux les mentionnèrent. Des traitements spécifiques étaient destinés à cette population. La dépression et l'anxiété, décrites comme une tendance mélancolique, ainsi que l'épuisement nerveux étaient endémiques. La violence imprégnait leur existence au-delà des simples agressions sexuelles. Les maîtres pouvaient battre leurs concubines pour des infractions mineures, renverser du vin, parler hors de leur rôle ou faire preuve d'un manque d'enthousiasme. Les épouses jalouses et les enfants légitimes les ciblaient souvent avec une cruauté particulière. Messilina, épouse de l'empereur Claude, aurait fait exécuter plusieurs des favoris de son mari sur la base d'accusations inventées. Même d'autres esclaves pouvaient les maltraiter, irrités par leur position privilégiée, tout en sachant qu'une concubine qui riposterait serait sévèrement punie. Certains trouvaient protection grâce à des alliances stratégiques. Devenir le favori d'un maître puissant offrait une relative sécurité. La relation de l'empereur Adrien avec Antoine, bien qu'exceptionnelle par sa notoriété publique, démontre comment l'affection pouvait offrir un refuge temporaire. Antoine accompagna Adrien lors de ses tournées impériales, reçut des honneurs généralement réservés aux membres de sa famille et fut déifié après sa noyade dans le Nil en 13 après Jésus-Christ. Pourtant, même cet extraordinaire favoritisme ne put étouffer les rumeurs persistantes selon lesquelles Antonu aurait été assassiné ou contraint de se sacrifier pour la santé d'Adrien au cours d'un rituel mystique. Ces arrangements donnèrent naissance à des enfants plus souvent que ne le suggère l'histoire populaire. Les maîtres romains utilisaient régulièrement des esclaves, hommes et femmes, à des fins sexuelles, et les grossesses parmi les esclaves étaient fréquentes. Les concubins mâles non castrés pouvaient engendrer des enfants avec des esclaves, créant ainsi des structures familiales complexes au sein de la servitude. Ces enfants naissaient esclaves, leur avenir étant déterminé par leur beauté et leur utilité perçue. Les enfants séduisants pouvaient être préparés dès la naissance à suivre leurs parents dans le concubinage. L'éducation, lorsqu'elle était authentique plutôt que décorative, offrait parfois des échappatoires. Une concubine faisant preuve d'un talent littéraire exceptionnel pouvait devenir secrétaire ou bibliothécaire. Des compétences en mathématiques pouvaient mener à des postes de comptable. Plusieurs écrivains romains ont débuté leur vie comme esclaves instruits, bien qu'ils aient rarement évoqué leurs premières expériences. Épictète, le philosophe stoïque, a probablement été exploité sexuellement dans sa jeunesse. Ses écrits contiennent des allusions voilées à la dégradation endurée avec un détachement philosophique. Des variations régionales existaient à travers l'Empire. En Grèce, avec sa tradition historique de pédophilie, les pratiques romaines se sont mêlées aux coutumes locales, créant des schémas distinctifs.
Les concubines égyptiennes étaient souvent issues de familles sacerdotales indigènes qui vendaient leurs enfants aux administrateurs romains. En Gaule et en Germanie, les fils de guerriers capturés étaient particulièrement encensés pour leur apparente combinaison de vigueur barbare et de beauté juvénile. Après la conquête de Claude en 43 après Jésus-Christ, les esclaves britanniques furent d'abord considérés comme trop grossiers pour le concubinage, mais ils entrèrent progressivement sur le marché à mesure que la culture romaine se répandait vers le nord. Les forces du marché façonnaient les vies selon des schémas prévisibles. Les guerres provoquèrent une vague d'enfants réduits en esclavage, faisant temporairement chuter les prix. Les crises économiques permirent aux maîtres de louer des concubines à des associés ou à des maisons closes pour accroître leurs revenus. Lors de la crise du IIIe siècle, lorsque la monnaie romaine s'effondra, les concubines devinrent une monnaie d'échange, servaient à régler des dettes et étaient utilisées au jeu de dés. Les registres fiscaux égyptiens montrent que l'évaluateur évaluait les concubines, le bétail et le matériel agricole. L'architecture reflétait leur présence. Les villas cossues comprenaient des chambres spécifiques pour loger les concubines, suffisamment proches pour faciliter l'accès, mais séparées des quartiers familiaux. Les peintures murales de Pompéi et d'Herculanum représentent des scènes idéalisées de garçons servant du vin, jouant de la flûte, allongés sur des canapés dans des poses suggérant une certaine disponibilité. Ces images préservées par les cendres volcaniques témoignent visuellement de la vision que les Romains avaient de ces relations, belles, cultivées et totalement dénuées de leur réalité violente. Les témoignages littéraires exigent une interprétation prudente. Les auteurs romains écrivaient pour un public qui considérait l'esclavage comme naturel et l'exploitation sexuelle des esclaves comme banale. Lorsque Pline le Jeune félicite un ami pour la modération dont il fait preuve en n'entretenant que 3 concubines, il révèle un excès banal. Les satisses juvéniles se moquent des maîtres qui tombent amoureux de leur progéniture, non pas parce que la relation implique des enfants, mais parce que l'attachement affectif à la propriété leur paraît ridicule. Ces textes fournissent des informations par leurs hypothèses plutôt que par leurs arguments. Les textes médicaux offrent des aperçus cliniques de la souffrance physique. Cels décrit le traitement des déchirures et des blessures avec du vin et de l'huile d'olive. Des interventions chirurgicales visant à restaurer les orifices dilatés apparaissent dans de nombreux textes, suggérant une demande pour de telles opérations. Les instructions pour maintenir l'étanchéité grâce à des suppositoires arginants révèlent des attentes quant à une utilisation continue malgré les dommages. Le soulagement de la douleur reposait principalement sur des préparations à base de vin et de pavot, créant des dépendances que les maîtres pouvaient exploiter pour contrôler. Les codes juridiques évoluèrent lentement et inefficacement. Les lois de Constantin au IVe siècle après Jésus-Christ interdisaient la prostitution des enfants, mais exemptaient les personnes déjà réduites en esclavage. Les codes justiniens du VIe siècle ont finalement interdit l'exploitation sexuelle des enfants esclaves, mais leur application est restée, au mieux, sporadique. L'influence chrétienne a progressivement modifié le discours public sur la sexualité, mais la pratique privée a lentement évolué. Des pères de l'Église comme Augustin ont écrit sur le péché d'entretenir des concubines tout en reconnaissant leur propre participation à de tels arrangements avant leur conversion. Des documents économiques issus de papyrus égyptiens montrent que des concubines étaient hypothéquées, héritées et partagées entre leurs héritiers. Un document d'Oxyrhynchus décrit 3 frères se partageant la propriété d'un jeune Syrien selon un cycle mensuel. Un autre document relate un procès pour dommages causés à une concubine louée, le locataire arguant que des conditions préexistantes réduisaient sa responsabilité. Ces documents financiers banals dépouillent de toute apparence romantique, révélant une marchandisation pure et simple des êtres humains. Les noms, une fois enregistrés, racontent des histoires. De nombreuses concubines ont reçu des noms grecs, quelle que soit leur origine. Ganymède, Hyacinthe, Narcisse, les désignant comme des objets sexuels par référence mythique. D'autres ont reçu des noms latins atténués, Dulitus, douceur, délicat, disant, tendre, qui soulignaient la jeunesse et la vulnérabilité. Certains empereurs renommaient entièrement leurs favoris, effaçant ainsi leur identité antérieure. L'absence de nom dans de nombreux documents révèle à quel point l'identité personnelle pouvait être effacée. La résistance prenait des formes subtiles. Une maladie imaginaire pouvait offrir un répit temporaire. Prendre délibérément du poids ou se cicatriser la peau pouvait réduire la valeur marchande.
Bien que les sanctions pour un tel défi soient sévères, certains apprirent à manipuler psychologiquement leurs maîtres, jouant sur leurs émotions pour obtenir des avantages. D'autres nouèrent des relations secrètes avec d'autres esclaves, créant des liens affectifs qui assurèrent leur survie psychologique même lorsque la fuite physique demeurait impossible. L'affranchissement, lorsqu'il se produisait, signifiait rarement la libération de toute obligation sexuelle. Le droit romain reconnaissait diverses formes de liberté, et les concubines affranchies bénéficiaient souvent d'une liberté conditionnelle exigeant un service continu. La stigmatisation sociale liée au fait d'avoir été concubine poursuivait les hommes affranchis tout au long de leur vie. Le mariage avec des citoyens nés libres était légalement possible, mais socialement difficile. De nombreuses concubines affranchies se retrouvèrent dans des relations similaires avec de nouveaux clients, prisonnières de cycles d'exploitation malgré la liberté technique. Des vestiges archéologiques de Pompéi offrent des moments figés. La chambre haute d'un bordel contenait un jouet d'enfant et des peintures murales explicites. De petites chambres à peine assez grandes pour un tapis montrent où vivaient les concubines. Des graffitis gravés sur les murs pourraient être des noms, des dates ou des marques de comptage. Des traces d'endurance ambiguës, des restes squelettiques de jeunes hommes témoignent de stress chronique, de malnutrition malgré l'accès à une nourriture riche et de blessures liées à des agressions régulières. Les effets personnels, lorsqu'ils sont retrouvés, sont déchirants par leur banalité. Un miroir en bronze, une épingle à cheveux en os, une petite figurine en argile, autant d'objets qui suggèrent la persistance de l'humanité malgré la déshumanisation. Des fragments de lettres sur papyrus font parfois surface, mais il est difficile de déterminer si elles ont été écrites par ou à propos de concubines. Un exemple possible, trouvé à Vindlandais, en Grande-Bretagne, contient ce qui pourrait être une concubine écrivant à sa mère, bien que le texte fragmentaire autorise de multiples interprétations. Les pratiques religieuses des concubines demeurent largement méconnues. Certains éléments suggèrent une dévotion au culte à mystères orientaux, comme Sabel, Mythus et Isis, qui promettaient le salut ou la transformation. L'attrait du christianisme pour les esclaves incluait son rejet théorique de l'exploitation sexuelle, bien que les maîtres chrétiens perpétuent souvent les pratiques traditionnelles. Les inscriptions funéraires mentionnaient parfois les concubines, mais généralement dans des formules stéréotypées qui en disent peu sur le vécu. Au IVe siècle après Jésus-Christ, des changements sociaux se faisaient lentement jour. Les empereurs chrétiens édictèrent des lois de plus en plus restrictives concernant l'esclavage et la sexualité, mais leur application demeurait inégale. Les facteurs économiques, le coût de l'entretien des foyers esclavagistes urbains, la croissance des systèmes agricoles ruraux et l'évolution des structures militaires ont progressivement réduit la demande de concubines. Les invasions barbares ont engendré des attitudes culturelles différentes envers la sexualité et l'esclavage, même si l'exploitation a certainement perduré sous des formes évoluées. L'archéologie moderne continue de révéler des preuves. La bioarchéologie examine les restes squelettiques à la recherche de signes de stress, de maladies et de traumatismes. L'analyse chimique des os révèle des informations sur le régime alimentaire, les origines géographiques et parfois la cause du décès. L'analyse ADN a commencé à identifier les liens familiaux entre les esclaves enterrés, révélant des réseaux de parenté complexes au sein de la servitude. Chaque avancée technique ouvre de nouvelles perspectives sur des expériences que les Romains considéraient comme trop banales pour être documentées. L'histoire comparée révèle des schémas similaires entre les cultures. Danseurs ottomans cache-chèques, artistes d'opéra chinois dans les cours impériales, diverses formes d'esclavage sexuel à travers la civilisation humaine. La pratique romaine spécifique s'inscrivait dans des schémas d'exploitation plus larges. Comprendre ces liens ne minimise pas les horreurs spécifiques à la Rome antique, mais les contextualise dans la capacité humaine persistante à la cruauté systématisée. Leur pertinence contemporaine reste délicate, mais il est nécessaire d'en prendre conscience. La traite des êtres humains, en particulier des enfants, à des fins d'exploitation sexuelle, se poursuit à l'échelle mondiale. Les esclaves modernes ne sont peut-être pas qualifiés de concubines, mais la dynamique fondamentale désespoir économique, vulnérabilité juridique et normalisation sociale de l'exploitation perdure sous des formes évoluées. Le recul historique rend les pratiques romaines insaisissables, mais leur structure sous-jacente demeure présente dans les sociétés contemporaines qui préfèrent les ignorer.
Le débat scientifique se poursuit quant à leur interprétation et à leur importance. Certains historiens mettent l'accent sur l'action et la résistance, trouvant des preuves de concubines manipulant les systèmes à leur avantage. D'autres mettent l'accent sur la violence structurelle, affirmant que se concentrer sur les cas exceptionnels minimise l'oppression systématique. Ces arguments académiques sont importants car ils façonnent notre compréhension des formes d'exploitation passées et présentes. Les problèmes de traduction compliquent la compréhension. Les termes latins et grecs véhiculent des connotations qui se perdent en anglais. Un langage juridique apparemment précis comportait souvent des ambiguïtés délibérées, permettant une interprétation souple. Les euphémismes occultent des réalités violentes. Délicat signifiait violable. Compagnonnage signifiait esclavage sexuel. L'éducation était synonyme de préparation. Les traducteurs modernes doivent trouver le juste équilibre entre précision et clarté, en décidant comment rendre explicitement ce que les Romains exprimaient indirectement. La fiabilité des sources exige une évaluation constante. Les auteurs romains de l'élite écrivaient selon des perspectives qui normalisaient leur propre comportement. Les auteurs chrétiens condamnant les pratiques païennes en révélaient souvent davantage les angoisses chrétiennes contemporaines que la réalité historique. Les preuves archéologiques apportent des correctifs cruciaux, mais nécessitent une interprétation prudente. L'absence de preuves. Le silence des victimes elles-mêmes en dit long sur les voies que les sociétés préservent. La dynamique de genre au sein du concubinage était complexe. Si ce récit se concentre sur les concubins masculins, les esclaves sexuelles féminines ont subi des oppressions parallèles et croisées. Certaines esclaves étaient contraintes d'avoir des relations avec des concubins masculins pour avoir des enfants attrayants. La compétition entre les différentes catégories d'esclaves pour des privilèges relatifs créait des divisions au profit des maîtres. Comprendre ces intersections révèle comment les systèmes d'oppression fonctionnent à travers des hiérarchies fabriquées de toutes pièces parmi les opprimés. Les relations sociales entretenaient des liens complexes avec l'esclavage. Les Romains nés libres, endettés, pouvaient devenir concubins. Les enfants abandonnés, élevés comme esclaves malgré leurs parents nés libres, entraient en concubinage sans jamais connaître la liberté. Les pirates capturaient des voyageurs et les vendaient comme esclaves, quel que soit leur statut d'origine. Ces variations d'origine ont créé des expériences et des possibilités différentes au sein d'un même système brutal. Les perspectives provinciales différaient de celles de la Rome métropolitaine. Les régions frontalières pouvaient disposer de moins d'esclaves, ce qui rendait les concubines plus rares et plus précieuses. Les traditions locales se mêlaient aux pratiques romaines, créant des variations régionales. L'éloignement de l'autorité légale romaine pourrait autoriser des pratiques officiellement interdites à Rome même. Comprendre les schémas à l'échelle de l'Empire exige de reconnaître ces différences régionales tout en identifiant les points communs sous-jacents. Technologie et concubinage se sont croisés de manière inattendue. Les progrès du verre ont produit des miroirs qui ont permis de nouvelles formes de toilettes et d'exposition. L'importation de soie de Chine a ouvert de nouvelles perspectives en matière de costumes et de présentation. Les progrès de la production de parfums, de cosmétiques et de soins capillaires ont façonné la culture concubine. Ces aspects technologiques révèlent comment l'exploitation a intégré les innovations contemporaines. L'analyse économique révèle des coûts stupéfiants. Entretenir une seule concubine de haut rang pouvait coûter plus cher chaque année que d'employer des dizaines d'esclaves agricoles. Ces dépenses considérables faisaient des concubines de puissants symboles de statut social. Les crises économiques ont entraîné des ventes massives, inondant les marchés et faisant temporairement chuter les prix. Comprendre ces dimensions économiques permet d'expliquer à la fois la persistance et le déclin de cette pratique. Les facteurs environnementaux ont joué un rôle rarement pris en compte. Le plomb présent dans les cosmétiques et les canalisations d'eau pourrait avoir provoqué des intoxications chroniques chez les concubines qui en faisaient un usage intensif. Les carences nutritionnelles dues à des régimes alimentaires restrictifs étaient à l'origine de divers problèmes de santé. À Rome même, la pollution urbaine, due aux industries, aux feux de cuisson et aux déchets humains, créait des problèmes de santé qui touchaient les esclaves de manière disproportionnée. Ces aspects environnementaux ajoutaient des couches à des conditions déjà brutales. Les saisons façonnaient les expériences. La chaleur estivale rendait les vêtements et les cosmétiques sophistiqués pénibles.
Le froid hivernal, dans des quartiers mal chauffés, était source de souffrance pour les concubines légèrement vêtues, tenues de paraître décoratives plutôt que chaleureuses. Les saisons des festivals apportaient des exigences et des dangers accrus. Les cycles agricoles affectaient la disponibilité et la qualité des aliments. Comprendre ces rythmes révèle comment les schémas naturels se croisaient avec la cruauté humaine. L'acquisition du langage a permis de développer des compétences de survie cruciales. Les concubines d'origines diverses devaient maîtriser rapidement le latin ou le grec. Celles qui pouvaient passer d'une langue à l'autre et d'un dialecte à l'autre bénéficiaient davantage. La capacité à comprendre certaines conversations tout en feignant de les ignorer pouvait offrir des avantages stratégiques. Le changement de code entre les quartiers des esclaves et les chambres des maîtres exigeait une vigilance constante. Ces dimensions linguistiques révèlent un autre niveau de performance requis. Les voyages exposaient les concubines à des dangers particuliers. Accompagner les maîtres en voyage signifiait les isoler de tout réseau de soutien potentiel. Les voyages en mer comportaient des risques de piraterie et de naufrage. Les campagnes militaires les exposaient aux dangers du combat tout en étant tenus de fournir des services. Les affectations en province pouvaient signifier des années d'isolement auprès de maîtres abusifs. Ces expériences mobiles différaient sensiblement de celles des esclaves domestiques sédentaires. La mémoire et le traumatisme se manifestaient de diverses manières. Certaines concubines libérées ont ensuite relaté leurs expériences de manière indirecte. D'autres ont apparemment refoulé tout souvenir. Des concepts psychologiques que les Romains n'auraient pas reconnus. Le syndrome de stress post-traumatique, la dissociation et les traumatismes complexes affectaient clairement les victimes. Les cicatrices physiques peuvent s'estomper, mais les dommages psychologiques persistent. Comprendre les effets à long terme des traumatismes permet de saisir toute l'étendue des préjudices infligés. Les impacts intergénérationnels s'étendent au-delà des victimes immédiates. Les enfants de concubines, qu'ils soient issus de leur père ou de leur mère, ont hérité de traumatismes et de stigmatisation. Les structures familiales brisées par l'esclavage ont laissé des blessures durables. Les pratiques culturelles liées à la sexualité et au pouvoir se sont transmises de génération en génération. Ces effets intergénérationnels révèlent comment l'exploitation individuelle a causé des dommages à l'échelle de la société. La représentation artistique a à la fois révélé et masqué la réalité. Les sculptures idéalisaient la beauté juvénile tout en dissimulant la violence. Les mosaïques représentaient des scènes mythologiques qui normalisaient la prédation sexuelle. La littérature idéalisait des relations fondamentalement coercitives. Ces œuvres d'art apportent des preuves tout en servant de propagande au système qu'elles dépeignent. Comprendre leur double nature exige de lire à la fois la surface et le sous-texte. La mort n'apportait aucune dignité. Les concubines mortes jeunes pouvaient recevoir des funérailles fastueuses si elles étaient aimées de leur maître, mais ces cérémonies mettaient l'accent sur le chagrin du maître plutôt que sur l'humanité de la victime. Celles qui vieillissaient par manque de désirabilité mouraient souvent dans la pauvreté et l'obscurité. Les victimes de suicide se voyaient refuser le droit d'inhumer. Les fosses communes réservées aux esclaves rendent l'identification individuelle impossible. Même après la mort, la personnalité était niée. Les tentatives de réforme, lorsqu'elles eurent lieu, furent limitées et inefficaces. Des écoles philosophiques comme le stoïcisme prônaient la dignité humaine, tandis que leurs adeptes possédaient les esclaves. Les réformes juridiques ont créé des failles plus importantes que les protections qu'elles étaient censées offrir. Les mouvements religieux condamnant l'exploitation sexuelle en ont souvent créé de nouvelles formes. Comprendre l'échec de ces réformes révèle à quel point ce système était profondément ancré dans la société romaine. La mobilité sociale, lorsqu'elle s'est produite, a eu un coût considérable. Quelques individus exceptionnels ont réussi à passer du statut de concubine à celui de citoyenne affranchie, puis à celui de membre respecté de la société. Ces rares cas, présentés comme la preuve que le système n'était pas entièrement cruel, en témoignent en réalité la brutalité fondamentale. Survivre exigeait un talent exceptionnel, de la chance et la volonté de supporter des années de violence. Ces réussites ont servi à blâmer ceux qui n'ont pas échappé à leur situation. Les lacunes documentaires témoignent de leur propre histoire. Nous connaissons les noms des favoris des empereurs, mais pas ceux des milliers de personnes qui ont souffert dans les foyers ordinaires.
Les textes juridiques décrivent les droits de propriété, mais pas les expériences humaines. Les textes médicaux détaillent les dommages physiques, mais pas les ravages émotionnels. Ces silences dans les archives historiques reflètent les vies que les Romains considéraient comme dignes d'être consignées. Comprendre ce qui manque est aussi important qu'analyser ce qui subsiste. La transmission culturelle des traumatismes a touché des populations entières. Les sociétés qui ont normalisé l'exploitation sexuelle des enfants ont engendré des cycles d'abus qui ont perduré de génération en génération. Les attitudes envers le pouvoir, la sexualité et la dignité humaine ont été façonnées par ces pratiques. Même ceux qui n'y ont jamais participé directement ont absorbé des messages culturels de domination et de soumission. Ces impacts culturels se sont étendus bien au-delà des victimes individuelles. Le commerce international d'êtres humains reliait des régions éloignées par une horreur commune. Des enfants celtes capturés en Gaule pouvaient finir dans un bordel syrien. De jeunes Grecs pouvaient servir des maîtres romains en Bretagne. Ce vaste réseau de traite d'êtres humains a créé des liens économiques et culturels fondés sur la souffrance. La compréhension de ces réseaux révèle comment l'exploitation s'est systématiquement ancrée dans la mondialisation antique. Des réseaux de résistance, bien que largement non documentés, ont dû exister. Langue partagée entre esclaves d'origine similaire, pratiques religieuses secrètes, réseaux de chuchotement alertant sur la dangerosité des maîtres. Ces systèmes de soutien informel offraient une protection minimale, mais une solidarité psychologique. Leur absence dans les archives officielles ne signifie pas qu'ils n'existaient pas, mais simplement qu'ils opéraient en dehors des documents romains. On peut se demander comment une société peut normaliser une cruauté aussi systématique. Mais la normalisation est précisément le mécanisme qui permet l'atrocité. Les Romains ne se considéraient pas comme cruels. Ils vivaient dans une vision du monde qui définissait certains humains comme des biens, certains corps comme disponibles, certaines souffrances comme naturelles. Chaque participation individuelle semblait insignifiante, qu'il s'agisse d'acheter un esclave, d'assister à un banquet ou d'écrire un poème. La participation collective créait une horreur systématique dont aucun individu ne se sentait pleinement responsable. Les parallèles modernes restent inconfortables, mais indéniables. La traite des êtres humains contemporaine, notamment à des fins d'exploitation sexuelle, suit des schémas que les Romains connaissaient déjà. Des inégalités économiques qui poussent des familles désespérées à vendre leurs enfants. Des systèmes juridiques qui ne protègent pas les personnes vulnérables. Des attitudes sociales qui culpabilisent les victimes plutôt que les auteurs. Les technologies évoluent, mais les dynamiques fondamentales persistent. Comprendre les atrocités historiques implique d'en reconnaître les manifestations contemporaines. Les travaux archéologiques continuent de révéler de nouvelles preuves. Chaque fouille pourrait révéler des artefacts éclairant ces vies cachées. Les progrès de l'analyse scientifique offrent de nouvelles façons d'interpréter les preuves existantes. Les projets d'humanité numérique créent des bases de données permettant la reconnaissance de formes à partir de sources dispersées. Les découvertes futures complexifieront et enrichiront sans aucun doute notre compréhension de ces expériences historiques. Les responsabilités éthiques dans la discussion de cette histoire exigent un équilibre délicat. L'assainissement rend les atrocités acceptables. Le sensationnalisme est un manque de respect pour la souffrance des victimes. La distance académique peut occulter l'horreur humaine de l'expérience humaine. Trouver des moyens appropriés pour aborder les violences sexuelles systématiques contre les enfants est un défi pour les auteurs, les éducateurs et les créateurs de contenu. Ces histoires doivent être racontées, mais de manière responsable. La valeur éducative va au-delà de la curiosité historique. Comprendre comment les sociétés banalisent les atrocités permet de cerner les schémas contemporains. Observer comment les systèmes économiques marchandisent les êtres humains éclaire l'exploitation moderne. Reconnaître l'incapacité des systèmes juridiques à protéger les plus vulnérables révèle des injustices persistantes. La distance historique offre une perspective sur des cruautés actuelles que nous pourrions autrement considérer comme naturelles ou inévitables. Les histoires individuelles, lorsqu'elles peuvent être récupérées, humanisent les statistiques. Savoir qu'un garçon nommé Alexis a été acheté à 9 ans, éduqué à la rhétorique, exploité sexuellement pendant 7 ans, puis vendu à une maison close lorsque sa voix a mué.
Cette spécificité rend concrète l'horreur abstraite. Même des détails personnels fragmentaires restaurent l'humanité que les systèmes d'exploitation ont tenté d'effacer. La responsabilité scientifique exige de reconnaître les limites de l'interprétation. Nous ne pouvons pleinement comprendre des expériences si éloignées des nôtres. Les catégories modernes d'identité, de consentement et de traumatisme ne correspondent pas parfaitement aux expériences anciennes. La traduction perd en nuances. Les sources reflètent les points de vue des élites. Ces limites n'invalident pas la recherche historique, mais exigent de l'humilité quant à ce que nous pouvons ou ne pouvons pas savoir des souffrances passées. L'histoire publique est confrontée à des défis particuliers lorsqu'elle aborde ce sujet. Les musées exposant des objets romains évoquent rarement l'esclavage sexuel qui soutenait la culture d'élite. Les médias populaires idéalisent Rome tout en ignorant ses brutalités systématiques. Les programmes scolaires aseptisent l'histoire ancienne en la réduisant à des récits distants et prudents. Une histoire publique honnête exige de confronter des vérités dérangeantes sur les civilisations que l'on nous apprend à admirer. Les possibilités commémoratives restent largement inexplorées. Aucun monument ne commémore ses victimes. Aucun musée ne met en valeur leurs expériences. Aucune journée de commémoration ne reconnaît leurs souffrances. Cette absence reflète un malaise persistant face à la reconnaissance des violences sexuelles, notamment envers les enfants, comme un élément central plutôt qu'un élément secondaire des grandes civilisations. Créer un espace de commémoration nécessiterait de repenser fondamentalement notre façon de commémorer le passé. La comparaison des souffrances entre les différentes catégories d'esclaves ne doit pas minimiser une horreur particulière. Les esclaves agricoles subissent une brutalité différente, mais tout aussi grave. Les gladiateurs mouraient pour le divertissement. Les esclaves des mines travaillaient dans des conditions qui garantissaient une mort prématurée. Comprendre le concubinage comme une forme parmi d'autres d'esclavage romain révèle une cruauté systématique plutôt qu'exceptionnelle. Chaque catégorie de souffrance mérite d'être reconnue, sans compétition pour savoir quelle oppression était la plus grave. La perspective temporelle révèle des changements progressifs, ainsi que des schémas persistants, de la République à l'Empire, jusqu'à la fin de l'Antiquité. Des pratiques spécifiques ont évolué tandis que l'exploitation sous-jacente se poursuivait. L'essor du christianisme a modifié les justifications plus que les pratiques. Les changements économiques ont modifié les schémas de l'esclavage sans l'éliminer. Comprendre cette dimension temporelle permet d'éviter à la fois de romancer le passé et de présumer un progrès inévitable. Les réflexions finales doivent reconnaître la pertinence actuelle. Il ne s'agit pas d'histoire ancienne, mais de la documentation de schémas persistants. On vend encore des enfants. Les corps sont toujours marchandisés. Le pouvoir exploite toujours la vulnérabilité. Les systèmes juridiques ne parviennent toujours pas à protéger ceux qui en ont le plus besoin. Comprendre les atrocités historiques revient à reconnaître leur persistance plutôt qu'à se féliciter du progrès. L'aube se lève à nouveau sur cette villa romaine, comme elle le fait depuis 2000 ans. La lumière du soleil filtre encore à travers les fenêtres où se tenaient autrefois les garçons vêtus de soie et de chêne. Le marbre usé par d'innombrables pas reste froid au toucher. Quelque part, dans des formes évoluées mais fondamentalement inchangées, un autre enfant se réveille au son de son similaire. Le métal contre la pierre, la puissance contre la vulnérabilité. Des siècles s'effondrent en un instant de souffrance continue qui relie la Rome antique à notre monde contemporain. Nous étudions l'histoire non pas parce qu'elle est passée, mais parce qu'elle ne l'est pas. Car chaque atrocité normalisée que nous découvrons dans une antiquité teintée de culpabilité révèle quelque chose des horreurs que nous nous sommes habitués à ne pas voir à notre époque prétendument civilisée. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime en cascade de souffrances qui résonnent à travers les millénaires. Ces jeunes Romains dont la plupart des noms sont perdus, dont les voix n'ont jamais été enregistrées, dont la douleur était jugée trop banale pour être documentée, se réveillent avec nous chaque matin, nous rappelant que civilisation et atrocité ont toujours été intimement liées. Cette beauté et cette brutalité s'entremêlent dans toute société qui se persuade que ces cruautés sont naturelles, nécessaires ou normales. En fin de compte, nous n'étudions pas ce qui était normal pour les concubines romaines pour comprendre Rome. Nous l'étudions pour nous comprendre nous-mêmes et comprendre la terrible capacité humaine à banaliser l'horreur par le simple acte dévastateur de regarder.